Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi, Tabashouda, élève du tronc commun scientifique BIOF. Et si tu es un ou bien une élève du tronc commun scientifique ou bien du premier année bac, voilà, cette vidéo vous concerne en premier lieu. Et même si tu n'es pas l'un de ces deux, bienvenue parce qu'en tout cas, c'est une chose qu'on la constate dans notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes génétiquement modifiées ou bien autrement dit les PGM. Les objectifs de notre leçon d'aujourd'hui sont être capable de définir la notion de plante génétiquement modifiée et aussi savoir les techniques de cette dernière. Alors, avant de commencer la leçon, il y en a une petite introduction dont il faut l'entamer. Parfois, on remarque que la couleur, la forme, le goût, la résistance à certaines maladies d'un fruit ou d'un légume sont modifiés par l'homme, et ceci afin de répondre à ses besoins. Dans cet exemple, comme vous voyez, on constate que la couleur du fruit d'orange est changée de la couleur orange à la couleur rouge. Et cette transformation du matériel génétique est appelée plante génétiquement modifiée ou bien le génie génétique. Aujourd'hui, on va répondre généralement à 4 questions. Qu'est-ce que ça veut dire le PGM? Quelles sont les techniques de la modification génétique des plantes? À quoi servent les plantes génétiquement modifiées? Et finalement, on va entamer les controverses de ces techniques. Tout d'abord par la définition du PGM. C'est une technique utilisée pour créer de nouveaux produits en modifiant le programme génétique d'une plante par l'homme à la suite de l'introduction ou bien de l'intégration d'un gène étranger dans son matériel génétique. Et ceci permet à ces dernières d'acquérir un nouveau caractère. Il y en a l'historique de ces techniques. Alors en 1994, c'était l'autorisation du premier aliment génétiquement modifié. Et c'est grâce au génie génétique qu'on a pu transférer des gènes individuels sur l'ADN des plantes et les munir par là d'une nouvelle propriété. Et aussi, le contraire est également juste. C'est-à-dire, on peut même éliminer ou affaiblir une propriété en désactivant un gène. Et c'est précisément cela qu'on a fait avec les tomates de Flavor Saver, le premier aliment génétiquement modifié qui est venu sur le marché et qui a été commercialisé. À la fin, on a obtenu des tomates qui se conservent plus longtemps que les tomates traditionnelles. C'est-à-dire que les tomates traditionnelles ont obtenu un nouveau caractère et ce caractère est du retard de la maturation. Et l'image ci-dessous montre cela. Comme vous voyez dans l'image, on a fait une petite comparaison entre les tomates ordinaires et celles qui sont modifiées. Après 10 jours, on remarque que c'est le même résultat. Après 20 jours, il y en a une différence. Comme vous voyez, les tomates ordinaires commencent à perdre de l'eau. Mais celles qui sont modifiées, ils sont encore comme 10 jours. Après 45 jours, les tomates ordinaires sont plus mangeables, alors que les tomates de Flavor Saver, elles sont encore comme le début, elles sont comme ça brillantes et ils n'ont pas perdu de l'eau, ils n'ont pas devenu sèches. Et voilà. Alors, tout cela va nous pousser à poser la question comment? Comment ça se fait? Comment on peut modifier le matériel génétique d'une plante? Alors voilà, la première technique, c'est la modification génétique naturelle des plantes. Et on a pris la gale du collet comme exemple. Alors, c'est une maladie bactérienne causée par la bactérie appelée Agrobacterium tumefaciens et provoque des excroissances ou des tumeurs
au niveau du collet ou des racines des végétaux. Alors, comme vous voyez dans la première, la photo qui est à droite, représente la bactérie Agrobacterium tumefaciens, alors que l'autre image qui est à gauche, il représente des tumeurs dans une telle plante. En mode d'action de cette bactérie. Alors, la première figure représente une plante où il y a une blessure. La deuxième figure, c'est une capture de la bactérie Agrobacterium tumefaciens qui se compose d'un plasmide, et ce plasmide, à son tour, il contient un ADN T. Aussi, il y en a un chromosome bactérien. Alors, quand cette bactérie parasite la plante où il y a une blessure, l'ADN T s'intègre dans le chromosome de la cellule végétale et par suite, il y en a une apparition des tumeurs, c'est-à-dire c'est la gale du collet. Et voilà, à la fin, on a eu une cellule végétale modifiée et il a obtenu un nouveau caractère. Et c'est le caractère de la multiplication irrégulière ou bien irrationnelle. Alors maintenant, on va entamer les étapes de la transgénèse, mais avant tout, il faut tout d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire la transgénèse. Alors, ce terme veut dire le transfert d'un ou de plusieurs gènes d'une cellule appelée cellule donneuse vers une autre qui est appelée cellule receveuse. Et pour obtenir une plante qui est génétiquement modifiée, il faut suivre 4 étapes. La première étape, c'est identifier, isoler, intégrer et multiplier un gène d'intérêt. Alors, en fait, cette étape contient à son tour plusieurs étapes. Et bon, alors il faut tout d'abord choisir le caractère que l'on veut introduire dans la plante, quel que soit caractère de qualité nutritionnelle, et dans ce cas, on parle du goût, ou bien résistance à certains insectes comme Ostrinia nubilacis. Cet insecte, on la trouve souvent dans le maïs. Résistance à certaines maladies, comme la gale du collet qu'on a vu tout à l'heure. Résistance à des herbicides comme Dica. Et à la fin, résistance à la sécheresse. Procéder à l'identification et au clonage du ou des gènes à l'origine du caractère recherché. Sélectionner les cellules qui ont intégré le gène d'intérêt. Et finalement, la construction est ensuite multipliée, c'est-à-dire clonée, afin de disposer d'une quantité suffisante d'ADN pour son introduction dans les cellules végétales que l'on veut transformer. Alors, voici qui simplifie et résume la première étape. À la deuxième étape, c'est transférer le gène, et on peut transférer un gène selon 2 méthodes, soit la transformation biologique, et c'est la méthode la plus utilisée, ou bien par le transfert direct. La première méthode, c'est une technique qui utilise une bactérie du sol qui a la propriété de réaliser naturellement la transformation génétique d'une plante afin de la parasiter. Pour la deuxième méthode, il fait intervenir soit une projection d'ADN biolistique dans les cellules de la plante, soit l'introduction d'ADN dans les protoplastes. Troisièmement, et c'est l'étape l'avant-dernière, alors après le transfert du gène vient la phase de la sélection des cellules transformées, et puis il faut régénérer les nouvelles plantes transgéniques à partir des cales. Finalement, les plantes transformées obtenues sont soumises à des croisements contrôlés pour étudier les modalités de transmission du nouveau caractère à la descendance. Et voilà un exemple
de transgénèse. Alors, pour obtenir le maïs BT par le génie génétique, il faut suivre des étapes. Premièrement, il faut identifier et isoler du gène BT à partir du bacillus par une enzyme de restriction appropriée. Deuxièmement, il faut extraire du plasmide T à partir d'Agrobacterium tumefaciens. Troisièmement, il faut insérer du gène BT dans le plasmide désarmé pour obtenir le plasmide recombiné. Et puis, il faut transférer le gène BT dans des protoplastes des cellules végétales du maïs. Et puis, il faut sélectionner les protoplastes transformés à l'aide de l'expression du gène marqueur. Et finalement, ensuite, on va obtenir les plantes du maïs BT qui sont résistantes aux chenilles de la pyrale. Alors, bien sûr que l'être humain n'a pas réfléchi à cette technique bêtement. Bien sûr qu'il y a une utilité. Alors, premièrement, la première cause, c'est améliorer les qualités nutritives des aliments et puis mieux répondre à la demande alimentaire mondiale en croissance. Et enfin, pour résister à certaines maladies ou à certains insectes nuisibles ou à certains herbicides, etc. Alors, voilà un exemple. Pour enrichir le riz en provitamine A, on a comme ça inventé le riz doré. Alors, pour obtenir le riz génétiquement modifié et qui est riche en provitamine A, alors premièrement, on a comme ça extrait le gène 1 et 2 d'une jonquille. Et puis, on a extrait le gène 3 d'une bactérie appelée Erwinia. Ensuite, on a pris deux plasmides du même bactérie, c'est la bactérie d'Agrobacterium tumefaciens. Dans le premier plasmide, on a intégré le gène 1. Dans le deuxième plasmide, on a intégré le gène 2 et le gène 3. Puis, quand cette bactérie, c'est-à-dire Agrobacterium tumefaciens, parasite l'embryon, on obtient à la fin une plante de riz qui est génétiquement modifiée, qui est riche en provitamine A. Alors voilà ici des images qui montrent les 4 champions des cultures PGM qui sont de plus en plus utilisées. Alors, comme vous voyez dans le premier graphe, il y en a l'augmentation des millions d'hectares de ces plantes en fonction d'années. Alors, comme vous voyez, le soja a atteint 91,4 millions d'hectares en 2016, le maïs 60,6 millions d'hectares, le coton 22,3 millions d'hectares et finalement le colza 8,6 millions d'hectares. Et pour la deuxième figure, il y en a le pourcentage de chacun de ces champions. Alors, premièrement, le soja, comme vous voyez, 57%, c'est-à-dire que plus que la moitié. Le maïs, 25%, c'est le quart. Le coton, 13% et le colza, 5%. Mais, même si cette méthode, bien cette technique de modification génétique est très utilisée, même s'il a beaucoup d'avantages, mais il ne faut pas comme ça oublier les inquiétudes de ces dernières. Premièrement, comme vous saviez tous, la modification d'un organisme vivant a un impact forcément sur l'équilibre écologique global. Sur la santé de l'être humain, il y en a des allergies, des toxicités.
Alors, troisièmement, on a les toxines produites par des cultures PGM tuent indifféremment des insectes nuisibles et inoffensifs pour la culture. Quatrièmement, la diminution de la biodiversité et finalement le flux génétique, c'est-à-dire quand on a une plante qui est génétiquement modifiée et une autre plante qui est traditionnelle dans le même champ, forcément on va avoir une plante qui est non désirée et qu'on ne veut pas l'avoir. Alors, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, c'est-à-dire sur est-ce que les PGM sont bons, est-ce que les PGM sont mauvais, quel est l'impact de ces techniques sur l'environnement et tout, veuillez visiter les liens suivants. Alors, je vais les poser aussi dans le description box. Et voilà, comme ça, notre leçon arrive à la fin. Merci de votre attention.